l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les accidents de la circulation sont responsables d'environ 1,3 million de décès par an. Ces accidents sont à l'origine de nombreux traumatismes, entraînant bien souvent des handicaps. Comment se fait la prise en charge et comment minimiser les complications liées aux lésions traumatiques? Pour répondre à ces questions, ce nouveau numéro d'Instant Santé vous emmène au centre hospitalier universitaire d'Ovendo, ici avec le docteur Herbert Ngwabé Bongo, qui est chef de service adjoint du service orthopédique chargé des urgences traumatologiques et des implants. Nous ferons le circuit d'un patient présentant une fracture ouverte de la jambe et avec le docteur Romial Koussou, qui est chef de service adjoint du bloc opératoire, nous aborderons la partie traitement. Merci de recevoir l'équipe de Gabon 24. C'est nous qui vous remercions. On parle aujourd'hui de la prise en charge des fractures ouvertes des jambes. Lorsqu'on parle de cette thématique, à quoi cela renvoie exactement? Eh bien, il faut savoir que la fracture ouverte de jambe, c'est une fracture de jambe avec effraction cutanée, donc exposant au foyer des fractures, donc une mise à nu de l'os. Il s'agit en fait d'une urgence mettant en jeu le pronostic fonctionnel du membre, d'où l'intérêt de prendre en charge précocement ce type de fracture. Il est dit que la fracture ouverte de jambe doit être prise en charge dans les 6 heures depuis l'heure de l'accident. Lorsqu'on parle de pronostic fonctionnel, de quoi parle-t-on? La fracture ouverte de jambe peut s'infecter. Et lorsqu'on parle de pronostic fonctionnel du membre, une fracture ouverte de jambe prise en charge tardivement ou infectée peut conduire à l'amputation du membre. Et lorsqu'il y a un accident de la circulation, parce que donc, cet accident peut conduire à une fracture ouverte de la jambe, comment est-ce que le malade fait pour arriver, le patient? Bon, généralement, le patient est transporté par le biais soit du SAMU social ou encore des sapeurs-pompiers. Mais il arrive malheureusement des cas où les patients viennent par des véhicules de fortune. C'est que nous déplorons parce que le personnel qui n'est pas habilité à le faire aggrave le plus souvent le pronostic, donc l'évolution de la fracture. C'est la raison pour laquelle nous réconseillons toujours à tout accidenté d'arriver à l'hôpital par l'intermédiaire du personnel de santé, donc SAMU social ou encore des sapeurs-pompiers, mais non par des véhicules personnels. Donc le patient accidenté arrive, comment cela se passe? Bon, lorsque le patient accidenté arrive, il est transporté par les équipes au niveau de la box et il va procéder à l'identification au niveau du service d'accueil ici. Donc, ils arrivent à ce niveau. Ici, on prendra essentiellement les informations relatives au patient, c'est-à-dire le nom, le prénom, date de naissance et numéro de téléphone éventuellement. Après l'enregistrement du patient, le patient est conduit au niveau du box d'examen. Donc, je vais vous conduire. Et ici, de quoi s'agit-il? Donc, une fois le malade installé au niveau du box, nous allons premièrement d'abord éliminer toute urgence vitale. Donc, nous allons procéder à un examen et nous allons prendre des paramètres vitaux. C'est-à-dire, nous allons prendre la tension artérielle, nous allons prendre la saturation, afin de permettre d'éliminer toute urgence vitale. Et qu'est-ce que ça veut dire, éliminer les urgences vitales? Urgence vitale, c'est-à-dire qu'il y a probablement, il peut y avoir un traumatisme crânien, il peut y avoir un saignement occulte, donc au niveau de l'abdomen, qui va se manifester par un choc hémodynamique, donc une chute de la pression artérielle. Donc, si nous évaluons, si pendant notre examen, nous constatons qu'il y a une chute de la pression artérielle, ça, il s'agit d'une urgence vitale. Et là, ce n'est pas la traumatologie qui est au premier plan. Nous allons plutôt faire appel au réanimateur afin de stabiliser le patient. D'accord. Et donc, nous voulons préciser que ça, c'est le circuit du patient présentant donc une fracture au de la jambe. Et quelle est la suite du circuit? Une fois l'urgence vitale a été éliminée, nous allons procéder à ce qu'on appelle la décontamination. Car il faut savoir que la fracture ouverte de jambe, l'infection et la hantise en ce qui concerne la chirurgie et la chirurgie traumatique en particulier. Donc, le temps essentiel pour la fracture ouverte de jambe, c'est la décontamination. Donc, elle va consister à un lavage abondant. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit souvent, lorsqu'un malade arrive aux urgences, il ne faut pas se fatiguer de laver. Donc, nous allons laver avec du sérum physiologique et avec des antiseptiques. Et afin de minimiser le risque infectieux, on va commencer une antibiothérapie. Donc, on va donner des antibiotiques. On va faire une sérothérapie, c'est-à-dire
le sérum antitétanique et le vaccin antitétanique. Donc, une fois nous avons décontaminé, une fois nous avons commencé l'antibiothérapie, nous allons maintenant stabiliser le foyer de fracture. Nous allons mettre un pansement et nous allons mettre une attelle cruropédieuse. L'attelle cruropédieuse consiste à stabiliser le foyer de fracture. Donc, nous allons réaligner le membre et mettre l'attelle cruropédieuse. Cette attelle cruropédieuse a 3 buts essentiellement. Elle a un but antalgique, donc soulager le malade. Elle diminue le risque d'embolie graisseuse et elle permet en fait d'éviter des lésions du paquet vasculo-nerveux périphérique. Une fois tout ceci terminé, le malade conditionné, le foyer de fracture stabilisé, le malade sera conduit en radiographie afin de faire le bilan lésionnel. Donc, nous allons aller en radiographie, je vais vous montrer comment ça se passe. Après les urgences, le malade vient ici pour identification. Donc, le nom, le prénom du malade, la date de naissance, son numéro de téléphone, ainsi que le sexe, ainsi que les différentes radios qui ont été demandées. Une fois le malade enregistré, il va maintenant en salle pour faire le film. Donc, ici, c'est la salle de radiologie. Donc, il va consister à mettre le patient sur la table de radiologie pour en fait permettre de faire le cliché en lui-même. Ça c'est la radio, donc il va filmer en fait le membre concerné. Donc nous vraiment on a demandé une radiographie de la jambe, face et profil pour mieux apprécier la fracture. Donc il va faire une première image de face. Puis, il fera une seconde image de profil. Parce que, comme je l'ai dit en traumatologie, nous devons avoir les deux faces. On doit apprécier la radio sur les deux faces, aussi bien sur la face que sur le profil. C'est nécessaire d'avoir ces deux. Parce qu'il peut y avoir un décalage sur une image, en fait. Sur une image, on peut avoir une radiographie normale, mais sur le profil, on peut avoir un déplacement. Donc, il est toujours important d'avoir le déplacement de la fracture, que ce soit sur la radiographie de face que sur le profil. Donc, il a centré et il va filmer. Après, premier cliché de face. Et il va faire le deuxième cliché de profil maintenant. Ok. Donc, une fois terminé, le malade sort et nous repartons en salle. Pour plus de rapidité, nous pouvons commencer déjà à venir voir les images au niveau de l'EMR ici. Donc, comme je vous disais là-bas, nous avons demandé une image de face et une image de profil. Donc, ces images vont nous permettre d'interpréter préalablement avant la sortie des clichés. Donc, lorsque nous avons ces images-là, nous pouvons déjà voir une image de ce qui sera fait au bloc opératoire. Et le malade sera ramené aux urgences. Les clichés vont suivre et par la suite, nous allons programmer maintenant l'intervention en fonction du matériel qui est disponible. Et là, le cliché nous est parvenu. Vous voyez ces clichés? Nous avons ici une fracture ouverte des deux os de la jambe. Ça, c'est lorsqu'on appelle le tibia. Ça, c'est lorsqu'on appelle le péroné. Donc, ce sont ces deux os qu'il va falloir aller fixer au bloc opératoire. Et donc, en ce qui concerne les fractures ouvertes de jambes, le matériel approprié pour ça, c'est ce qu'on appelle le fixateur externe. Donc, nous allons faire au bloc opératoire une exofixation qui consiste à stabiliser ce foyer de fracture-là. Et là, par la suite, c'est mon collègue, le docteur Poussou, qui va vous entretenir sur la conduite à tenir au bloc opératoire. Docteur Poussou. Bonjour madame, c'est vous. Alors docteur, en termes de prise en charge de la fracture ouverte des jambes, comment cela se passe au niveau du bloc? Merci madame. Au niveau du bloc opératoire, pour prendre en charge un patient, il faut d'abord que les conditions soient réunies sur le plan anesthésique médical. Et après,
planifier le malade et organiser sa prise en charge. Donc, au niveau du bloc opératoire, comme nous traitons de fractures ouvertes, après avoir analysé les radiographies et donné le diagnostic de notre fracture, nous planifions l'intervention. Donc là, en ce moment, le patient, Le patient est au SAS, donc en salle de préparation, et il est pris en charge par les anesthésistes. D'accord. Et l'équipe anesthésique va techniquer le malade, va décider du type d'anesthésie choisir et faire, adopter par rapport au patient. Et ensuite, nous, l'équipe chirurgicale, va organiser donc tout ce qui est matériel, que ce soit les boîtes donc, à utiliser et conditionner le fixateur externe. Quels sont les outils utilisés donc, dans la procédure? Dans la procédure, on a besoin donc d'un ancillaire de fixateur externe. Peut-on avoir une petite démonstration? Je vous en prie. On va le faire calmement. Donc je sors un champ. Donc, le chirurgien se rend d'abord en salle de stérilisation, sinon en pharmacie. Aller faire sa commande du fixateur externe. La fracture ouverte regroupe trois entités. On a les lésions osseuses qui sont au niveau de l'os. On a les lésions cutanées, la plaie, et on a les lésions des parties molles, les muscles, les vaisseaux et les nerfs. Le fixateur externe permet de stabiliser la lésion fracturée, donc la fracture, la lésion au niveau osseux. Alors, on appelle ça souvent. Donc, une fois c'est stabilisé, ensuite, on prend les parties molles, c'est-à-dire les muscles, les vaisseaux et les nerfs, ensuite on termine par la peau. Donc, avant de faire son montage, on ne va pas aller faire un montage improvisé. Donc, une fois que vous avez déjà vu votre radio, vous planifiez votre intervention. Donc, on a 3 barres de tailles différentes. On a les fiches qui vont entrer dans l'os. Vous voyez, voilà. Et on a une fiche calcanéenne aussi en fonction du montage qu'on veut faire. Donc, pour régler tous ces éléments, donc on aura besoin de porte-fiches et de connecteurs. Le fixateur externe se monte. Nous, ça c'est un fixateur externe type AO, celui qu'on a là. Alors, donc on le monte, il est facile à manipuler. Il y en a plusieurs types? Il y en a plusieurs types de fixateurs externes, en fonction du fabricant. Voilà. Une fois le matériel choisi, on fait un montage avant l'installation pour gagner en temps, non seulement, et pour éviter des accidents pendant l'intervention chirurgicale. Par rapport à notre fracture, on fait un montage monoplan. Donc, on prend les barres. Normalement, il y a une clé pour pouvoir serrer après. Dans l'ancillaire du fixateur externe, là, tous ces dispositifs, il y a les clés. Ce sont les clés en molette. En fonction de l'expérience du praticien, du chirurgien, on peut faire un fixateur externe avec un seul plan et avec une seule barre. Voilà. Et la difficulté de ça, puisque normalement, en cas de fracture ouverte, c'est une urgence, on veut bien faire les choses vite et bien. Donc, par rapport à la réduction, par rapport à la stabilité donc, de notre montage, et en fonction des habitudes donc, du chirurgien et du matériel disponible. Voilà. On peut t'amener à faire un montage avec une seule barre. Donc, le principe, c'est de fixer le fragment proximal et fixer le fragment distal. C'est-à-dire, comme on a 2 os, vous voyez bien qu'il y a un qui est plus gros que l'autre. Celui qui est plus petit, c'est un os qui est accessoire. Voilà. Donc, mais il faut le synthéser en fonction de la zone du trait de fracture. Il faut le synthéser, c'est-à-dire qu'il faut opérer, ou bien il faut le fixer en fonction du trait de fracture. Voilà. Et ici, on a le tibia qui est plus gros. Et on voit que le tibia, il a grosso modo 2 fragments. Il a un fragment qui est proximal, ici, et un fragment qui est distal. C'est-à-dire proximal par rapport au trait de fracture qu'il a. Donc, il y a un fragment qui est proximal au-dessus du trait de fracture. Et un autre segment qui est distal, qui est en deçà du foyer de fracture. Donc, le but, c'est de stabiliser ce fragment et ce fragment. C'est pour fixer d'abord. Vous avez vu, j'ai fait 2 fragments. C'est-à-dire, j'ai ma fracture que j'ai imaginée. Donc, ça, c'est le fragment proximal, ça, c'est le fragment distal. Une fois les 2 fragments liés, c'est-à-dire, les 2 fiches ici vont dans l'os et ces 2 fiches vont dans l'os, mais tout en respectant les critères. Une fois, je mets ces fiches, les premières fiches, et je mets les deuxièmes, j'ai déjà imaginé mes deux fragments.
Donc j'ai le fragment proximal et j'ai le fragment distal. Mais maintenant, après, il faut les stabiliser. Parce que là, ça bouge. Pour les stabiliser, j'ai besoin d'un connecteur. Okay. Donc le connecteur ici, il vient, connecteur de barre. Il rentre ici. Et l'autre, voilà. Donc vous voyez, le connecteur, il bouge. Et ce connecteur me permet de faire la réduction. La réduction, c'est que je dois aligner mes fragments. Ouais. Le fragment proximal et le fragment distal doivent être alignés à la fin de mon montage. Donc ces jeux, et on ne perd pas seul, on ne perd avec l'aide, avec un ou deux aides. Okay. Donc pendant que je suis en train de fixer, les deux aides sont en train de réduire, ou bien moi j'ai réduit, une fois que j'ai atteint la réduction parfaite, j'ai déjà aligné mes fragments. Donc l'autre aide, c'est comme ça, l'autre aide, lui vient fixer le fixateur externe, surtout au niveau du connecteur d'abord. Et en ce moment, on serre le montage. Une fois la réduction obtenue, on serre le montage. On aura à peu près ça comme montage. On a un montage comme ça. Donc là, c'est fixé. Et ce montage, en fonction toujours du type de fracture, on peut dire, on peut donner l'appui. Quand on peut donner l'appui. Ici, sur ce montage, on peut donner l'appui immédiatement. D'accord. Parce qu'on donne l'appui, c'est une fracture qui est quand même sphéroïde, il y a un trait qui est au milieu. Si on donne l'appui tout de suite, ça va bouger l'autre fragment et entraîner une instabilité. Très bien, merci docteur pour cette démonstration. Vous avez dit quelque chose, c'est que le but de l'opération, c'est de pouvoir redonner la mobilité. Donc, du membre au patient. Oui, parce que les complications, il y en a. Parfois, la personne peut finir handicapée ou alors, dans certains, peut-être pas dans le cas des fractures ouvertes des jambes, finir au décès. Qu'est-ce qu'il faut faire pour minimiser donc, ces complications-là? Il y a des mesures de prévention qu'il faut établir. Il faut lutter contre la maladie thromboembolique. Parce que les fractures du membre pelvien sont pourvoyeuses de complications thromboemboliques à type d'embolie graisseuse et qui vont entraîner une mort subite du patient dans le lit. On peut se retrouver malade parce qu'on n'a pas prévenu le malade de cette complication-là. Donc c'est grave. Donc, pour donc éviter ces complications, il faut que le patient sache que devant une fracture de jambe, il ne faut pas retarder et rester à la maison, il faut venir à l'hôpital. Oui. Donc on vient à l'hôpital le plus tôt possible. Et une fracture ouverte ne se traite pas chez les reboutés. Cette médecine, elle n'est pas mauvaise, mais devant une fracture ouverte, on a quand même dépassé la limite de la médecine donc, traditionnelle. Il faut d'abord revenir sur la médecine occidentale pour éviter à ce que l'infection les gagne le membre qui peut arriver jusqu'à l'amputation. Voilà. Le patient venir à l'hôpital et éviter de mettre un garrot, faire un pansement compressif. Voilà. Mettre beaucoup de compresses et avec une bande attachée et aligner le membre. C'est-à-dire, si c'est cassé au niveau du membre droit, quand vous l'amenez en transport, il ne peut plus marcher. Là, une fracture ouverte, là, il a mal. Oui. Si vous l'allongez, vous joignez les deux jambes avec une bande pour que les deux jambes soient alignées et ça diminue la douleur, ça limite la mobilisation qui peut encore aggraver les lésions. Docteur Koussou, peut-on avoir donc une estimation du nombre d'accidentés qui arrivent au CHU au quotidien? Et en 2021, au cours de notre première journée médico-chirurgicale du Centre hospitalier universitaire d'Ovendo, nous avons fait une étude qu'on a présentée durant cette journée sur les traumatismes ouverts des membres au CHU d'Ovendo. Et au sortir de cette étude, on a vu qu'on a collégé 1037 patients qui étaient reçus durant une période de 2 mois, de juillet à septembre 2021. Sur ces 465 patients, le traumatisme ouvert des membres était à 109, donc 109 patients. Et les fractures ouvertes des jambes représentaient 18%. Comment interpréter ces chiffres? Parce qu'ils sont élevés. Par rapport à notre population, c'est élevé. Oui, c'est élevé. C'est élevé, oui. D'où l'importance de sensibiliser. Voilà, de sensibiliser. Pour apporter plus de détails sur la prévalence des lésions traumatiques et leur prise en charge au Centre hospitalier universitaire d'Ovendo, je vous oriente vers le professeur Richard Obam qui a mené une étude sur ce sujet. Dr Koussou, merci pour toutes ces explications.
Professeur. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. Professeur Obam, nous parlons aujourd'hui de la prise en charge des fractures ouvertes des jambes, ici au CHU de Vendo, qui est un hôpital spécialisé dans le traitement des lésions traumatiques. Peut-on qualifier cet hôpital de trauma center? Déjà, merci. Effectivement, le centre hospitalier universitaire d'Ovendo, qui prend en général les patients de traumatologie, est réellement, par excellence, le centre de traumatologie que les anglo-saxons appellent le Trauma Center. 1,3 million de décès par an, ce sont les chiffres de l'OMS en ce qui concerne les accidents de la route, donc le décès qui est l'une des conséquences liées aux lésions traumatiques. Peut-on avoir une estimation en ce qui concerne le Gabon en termes de chiffres? Alors, les chiffres, nous ne les avons pas de façon exacte. Les chiffres que nous avons, ce sont les chiffres du centre hospitalier universitaire d'Ovendo. De façon exacte, on ne peut pas vous dire que, bon, c'est vrai, on peut recevoir à peu près de 20 000 patients aux urgences. Et sur les 20 000 patients qui passent l'année, nous avons à peu près les 60%, ce sont des patients traumatisés. Et il faut dire que la particularité, ce sont des accidents de la voie publique. En regard donc de ces chiffres, c'est important de parler donc de ces pathologies traumatiques-là. C'est plus qu'important. Pourquoi? Parce que de façon générique, on dirait que cette pathologie représente un fort taux de morbimortalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez l'adulte jeune de sexe masculin, c'est la première cause de mortalité. Non seulement elle cause la mort, mais en même temps, elle est responsable de séquelles à type d'handicap fonctionnel, même psychiatrique. Et pour cela, elle constitue un problème de santé publique. L'hôpital que nous représentons, la majorité des praticiens sont en train de se réunir pour mettre en place une plateforme que nous allons appeler l'Association gabonaise de traumatologie et de médecine préhospitalière. Pourquoi médecine préhospitalière? Parce que la médecine préhospitalière joue un rôle important dans l'amélioration de la prise en charge de ces patients avant qu'ils n'arrivent à l'hôpital. Justement, il faut améliorer cette prise en charge, d'où donc les recommandations à donner pour y arriver. Alors, les recommandations pour y arriver peuvent s'adresser à plusieurs entités. D'abord, à la tutelle, c'est-à-dire à notre ministère. Nous savons tous les efforts qu'ils font pour améliorer la santé du Gabonais. Et c'est de mettre un accent sur les unités, sinon les services d'aide médicale urgente, ce qu'on appelle le SAMU, mais également avec leur soutien, les SMUR, c'est-à-dire les services mobiles d'urgence et de réanimation, de pouvoir mettre en place une plateforme, non seulement à Libreville et dans l'arrière-pays, pour que ce soit de façon uniforme et qu'on réponde d'une même voix. La deuxième chose, c'est quoi? C'est attirer l'attention de la CNAMGS. Parce que les unités et les services mobiles existent. Mais qu'est-ce qui se passe? La prise en charge de ces patients traumatisés n'est pas faite. Ce qui fait que ces différentes unités ne voudront pas y aller pour la simple raison qu'ils ne perçoivent rien là-dedans. C'est pas pris en charge. Ce sont ce qu'on appelle des interventions de type primaire. Là, on doit un peu attirer l'attention du ministère des Travaux publics, qui fait également des efforts, mais vous savez, aujourd'hui, si la tendance en Europe a baissé, parce qu'en Europe, la première cause des traumatismes, ce sont les chutes d'une hauteur. Mais chez nous, c'est toujours les accidents de la voie publique. Mais comment ils ont réussi à réduire? C'est la construction des autoroutes, la construction de routes assez viables, mais également les passerelles. Et là, nous voyons bien les efforts que l'État est en train de faire actuellement en mettant en place ces passerelles. Malheureusement, et là, on va s'adresser au tout venant, à la population. Ne cassez pas les barrières autour des passerelles parce que les passerelles vous permettent de shunter les routes, c'est-à-dire vous passez dessus et vous n'avez pas de risque d'être victime d'accidents. Merci, professeur Obam, d'avoir répondu aux questions du Gabon 24. C'est moi qui vous remercie, mais à travers moi aussi, toute la direction du centre hospitalier universitaire d'Ovendo,
Vous savez, on est souvent pas très bien vu parce que les gens écrivent beaucoup de choses sur les médias, mais peu de personnes viennent réellement à notre contact pour essayer de discuter, voir ce que nous faisons au quotidien. Voilà qui est dit. Instant Santé, c'est tout pour aujourd'hui. Nous retenons que les lésions traumatiques peuvent être fatales, mais en appliquant les bons gestes, il est possible d'augmenter les chances de survie, mais surtout de garder la mobilité de ses membres. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro sur Gabrois 24. Et d'ici là, portez-vous bien.